Le 3 novembre au matin, la Russie a fait une grave erreur. Des drones ukrainiens ont endommagé un radar russe sur des plateformes gazières en mer Noire. Ces forces spéciales d'élite, la tristement célèbre unité Espagnola, pensaient avoir trouvé une forteresse flottante au milieu de la mer Noire. Le président Zelensky avait déjà averti qu'aucun bien russe n'était en sécurité dans les eaux ukrainiennes. Des vidéos fournies par le service semblent montrer au moins un, voire deux impacts de drones sur les jambes de levage d'une plateforme. La riposte a été instantanée et chirurgicale, alors que l'Ukraine affirmait une nouvelle vérité dévastatrice. La Russie n'est plus dominante en mer Noire. Analysons cette frappe choquante. Comment les forces de Poutine ont été surprises et pourquoi ce moment pourrait transformer la guerre navale pour longtemps. Fait intéressant, une technologie a rendu cette frappe possible et pourrait révolutionner cette guerre. Ce n'est pas ce que vous croyez. Reprenons depuis le début et répondons à la question. Que s'est-il vraiment passé ? Le 3 novembre au matin, l'Ukraine a frappé la plateforme Savak. Cela faisait partie de ce qu'on appelle les tours Boïko, un groupe de plateformes gazières offshore que la Russie a saisi à l'Ukraine en 2014 lors de l'annexion de la Crimée. Elles semblaient de simples plateformes industrielles. Mais après l'invasion de 2022, la Russie les a transformées en avant-postes militarisés. Elles étaient devenues des centres de surveillance remplis de radars, d'intercepteurs et de défense anti-aérienne. Au large, elles étaient les yeux et oreilles de la Russie, surveillant l'Ukraine et guidant des frappes redoutables. La plateforme Savak se distinguait. Au nord-ouest de la Crimée, à mi-chemin entre la péninsule occupée et Odessa, cet emplacement était à la fois stratégique et symbolique. Tactiquement, cela donnait à la Russie une alerte avancée sur le nord-ouest de la mer Noire. Symboliquement, cela montrait jusqu'où Moscou avait étendu sa portée dans les eaux ukrainiennes. La plateforme auto-élévatrice pouvait s'élever au-dessus des vagues, disposer d'un héliport pour hélicoptère de 12 tonnes et pouvait accueillir 60 personnes. Mais ce jour-là, elle cachait quelque chose de plus dangereux. À bord se trouvait un détachement d'élite de la 88e brigade de reconnaissance et de sabotage russe, appelée Espanola. Pour les commandants russes, c'était une forteresse, mais pour les planificateurs ukrainiens, c'était très différent. Avant-poste vulnérable, isolé, trop loin des renforts, surveillé depuis des mois par les renseignements ukrainiens. Ils ont observé les rythmes, les ravitaillements, la rotation des gardes et de courtes activités radar. Puis, un changement est apparu. Les forces spéciales russes n'étaient pas de simples marins réguliers. Selon des sources militaires ukrainiennes et des renseignements en sources ouvertes, l'unité d'élite venait d'Espagnola, issue des ultra-radicaux du football. Créée en 2014 lors des combats du Donbass, la brigade est devenue une société militaire privée en 2023, soutenue par Russie unie de Poutine. Spécialisée dans les opérations maritimes, la reconnaissance et les frappes de drones, il comptait environ 550 membres dont 100 opérateurs de drones kamikazes. Leur présence à Savach prouvait l'importance de la plateforme pour la Russie. Cela révélait aussi ce que l'Ukraine craignait le plus, une frappe de précision depuis la plateforme qui contournerait leur défense et les frapperait là où ils se sentaient le plus en sécurité. Les renseignements ont aussi repéré une équipe de missiles anti-chars prête à viser les équipements côtiers ukrainiens. À cause de cela, l'Ukraine a dû agir. Lorsque l'opération a commencé, elle n'a pas débuté par un lancement spectaculaire de missiles. Elle a débuté silencieusement, avec de faibles signaux radars près de l'eau, trop petits pour être identifiés. Quand les capteurs russes ont détecté le mouvement, les drones étaient déjà proches. La reconnaissance ukrainienne avait tout confirmé. Quelques heures plus tôt, les positions des troupes, les antennes et la tour de communication avaient été précisément cartographiées. La frappe a débuté. La marine ukrainienne a diffusé des images montrant l'attaque en étapes claires et délibérées. Tout a débuté avec des navires de surface sans pilote, silencieux, glissant sur l'eau et troublant à peine les vagues depuis leur pont. De petits drones kamikazes à vue à la première personne ont été lancés. Ces drones ont avancé vite près de la surface, échappant aux radars et aux tirs des troupes russes sur la plateforme. Un drone a frôlé l'héliport, provoquant une gerbe de flammes. Quelques secondes plus tard, un autre a percuté les jambes de soutien de la plateforme. L'impact a provoqué des explosions secondaires, sans doute causées par des munitions ou du carburant stocké. Une boule de feu a éclaté, projetant une lueur soudaine à l'horizon. L'explosion a traversé les ponts inférieurs, tordant l'acier et secouant la structure. Les flammes ont vite englouti la plateforme et détruit le matériel de surveillance, les antennes radars se tordant sous la chaleur. La fumée montait tandis que la plateforme penchait, son héliport se soulevant vers le ciel. En dessous, les vagues frappèrent contre l'épave, désormais à moitié submergée et en flammes. Mais tout simplement, la mission était un succès.
Comme nous en avons pris l'habitude dans cette guerre, le message de Kiev était mesuré. Juste une brève déclaration. Centre de reconnaissance, ennemi neutralisé. L'unité des forces spéciales et l'équipage du missile anti-char ont été éliminés, sans fanfare ni mise en scène. C'était une opération chirurgicale calculée. Et elle visait à envoyer un message non seulement à la Russie, mais aussi à tous les observateurs qui suivent le déroulement de la guerre. D'un autre côté, la réaction de Moscou a raconté sa propre histoire. Les médias d'État se sont d'abord tus, puis ont cherché à détourner l'attention. Le ministère de la Défense a déclaré qu'un bateau ukrainien avait été détruit par des drones lancés, utilisant d'anciennes images pour illustrer une victoire. Des chaînes russes indépendantes évoquèrent des pertes chez les troupes d'Espagnola, mais le silence du Kremlin valait tous les démentis. Aucun chiffre donné, mais la frappe a détruit le détachement. Des dizaines d'ultras-opérateurs ont disparu en secondes. L'impact tactique a été fort. La plateforme fournissait des données de surveillance aux unités russes, protégeant la Crimée. Sa destruction a créé un angle mort sur des voies maritimes et côtières, précisément celles que l'Ukraine voulait rouvrir. Savache hors service. Les équipes russes de missiles anti-chars ont perdu leur position, réduisant la pression sur les défenses d'Odessa. Stratégiquement, les implications étaient encore plus profondes. La frappe a brisé l'illusion de l'invincibilité de la Russie en mer Noire. Ce qui fut jadis une forteresse invisible était devenu un fardeau en flammes et une leçon de prudence. Cela remettait en cause l'idée que la Russie pouvait dominer la mer uniquement par la distance et l'intimidation. L'unité d'élite espagnole croyait innover dans le sabotage maritime. Ils se trompaient. L'Ukraine leur a montré comment faire, et ce n'était pas un cas isolé. L'attaque contre Savache était la 4e frappe documentée sur les tours Boïko depuis 2022 chacune d'elles, érodant l'emprise de Moscou. Cela s'inscrivait dans une stratégie ukrainienne plus large. Identifier et éliminer les points forts russes qui étendent l'influence de Moscou au-delà de son littoral. Chaque radar détruit, dépôt incendié ou navire coulé sapait le sentiment de contrôle de la Russie. Les planificateurs ukrainiens parlaient d'évolution, pas de vengeance. Leur pays était passé de défendre ses côtes à redéfinir les règles de la guerre navale. Le message était clair. La mer Noire n'appartient plus à la plus grande flotte, mais à celui qui apprend le plus vite. Et cette année, cet apprenant a remporté quelques victoires. Depuis 2022, les drones ukrainiens ont coulé ou endommagé plus de 30 navires russes, poussant la flotte à se replier à l'est, vers Novorossiysk. Pourtant, une question demeure. Comment l'Ukraine a-t-elle réussi cela ? La plateforme Savache était à environ 40 km au large, en zone contestée. Aucun missile conventionnel n'aurait pu l'atteindre sans activer les radars russes, lancer des intercepteurs et risquer une escalade. Mais ce n'était pas un tir chanceux, c'était tout autre chose. La vedette du spectacle, c'était les drones maritimes. Des navires de surface sans équipage conçus non pas pour l'exposition, mais pour la précision, la vitesse et une efficacité dévastatrice. Ces drones ne sont pas de simples outils. Ils incarnent la stratégie, discrets, létaux et d'une adaptabilité sans fin. Ils ont transformé la guerre maritime en un jeu d'angle, d'algorithmes et de synchronisation. Savache n'était pas qu'une frappe, mais une démonstration. Le programme de drones maritimes ukrainien a commencé lors d'une crise. En 2022, la marine russe semblait dominer la mer Noire sans opposition. L'Ukraine n'avait plus de flotte pour contester ce contrôle. Mais ce qui leur manquait en navires, ils l'ont compensé par leur ingéniosité. Devant des chances écrasantes, les ingénieurs et tacticiens ukrainiens ont improvisé. Les premiers prototypes étaient rudimentaires, utilisant des bateaux de pêche, jet ski et petites coques civiles modifiées pour transporter des explosifs. Ils étaient lents et exposés, mais ils fonctionnaient. Chaque frappe réussie révélait une nouvelle tactique, chaque échec devenait une leçon. À chaque itération, les conceptions progressaient. En 2023, le jeu des drones maritimes ukrainiens avait beaucoup évolué. Ce qui avait commencé comme des solutions rapides et des bricolages de champs de bataille s'est transformé en quelque chose de sophistiqué, intelligent et mortel. Cette année-là, 2 types de drones ont été déployés en mer, le Magura V5 et le Sea Baby. Tous deux étaient rapides, guidés par Global Positioning System et conçus pour contourner les défenses russes, mais avec des atouts distincts. Magura V5 était le polyvalent. Issu du renseignement militaire ukrainien, il faisait 55 mètres de long sur 15 de large. Il volait si bas, à un demi-mètre de l'eau, que le radar le détectait à peine. À pleine charge, il pesait environ 11 tonnes. Il naviguait à 22 nœuds, atteignait 42 à pleine vitesse et avait 833 km d'autonomie. Cela suffisait à pénétrer profondément les eaux ennemies, avec une charge utile allant jusqu'à 320 kg d'explosifs. Une telle puissance de feu pouvait percer un navire de guerre, ce qui s'est produit. Les drones Magoda ont servi à détruire des patrouilleurs russes, tels que le Sergueï Kotov, un navire valant plusieurs dizaines de millions.
Chaque drone coûtait environ 250 000 $, ce qui peut sembler cher, jusqu'à ce que l'on réalise qu'il pouvait détruire un navire valant 200 fois plus que cela. Sea Baby, conçu par le service de sécurité ukrainien, était plus lourd, plus puissant et avait une plus grande portée. Il pouvait transporter jusqu'à 850 kg d'explosifs et parcourir plus de 1000 km. Ces drones ont été utilisés lors de missions à haut risque, y compris les attaques contre le pont de Crimée. Certaines versions pouvaient lancer de petits drones first-person view transformant une frappe en nuée. Sea Baby était plus qu'une arme, c'était un message. Cela montrait les progrès technologiques ukrainiens et la supériorité d'une conception intelligente sur la pensée militaire classique. Ensemble, Magoda et Sea Baby ont changé les règles en mer Noire. Ils ont prouvé que de petites machines, guidées par une stratégie intelligente, pouvaient avoir un impact bien supérieur à leur poids. L'Ukraine n'a pas seulement construit des drones, elle a créé un nouveau type de guerre. Chaque année voyait des progrès. Si bien qu'en 2025, les ingénieurs ukrainiens avaient fait de l'improvisation un programme d'armement achevé. En gros, tout avait été amélioré, y compris le Sea Baby. Sa portée atteignait 1500 km. La charge utile a doublé pour atteindre 2000 kg, et cela en a fait une bête d'endurance capable de frapper Sébastopol à longue distance. Mais l'opération Sava reposait sur des Magura V5 en mode hybride. Un drone mer s'approche, lance un essaim de drone kamikaze First Person View pour submerger les défenses, puis effectue sa propre attaque suicide. Des images récentes montrent des drones marins frôlant l'eau et lançant des éclaireurs aériens comme leur. Puis la plongée finale. Ces machines agissent comme des fantômes. Ils naviguent dans l'obscurité, évitent les radars et approchent leurs cibles sans prévenir. La récente attaque de la plateforme était très probablement due à ce type d'assaut coordonné. Des machines travaillant de concert pour exécuter une mission qui aurait été impossible à réaliser pour un équipage humain sans risque extrême. La simple existence de ces drones est un événement majeur. Un drone maritime, bien moins cher qu'un navire de guerre, peut pourtant menacer des infrastructures, des forces d'élite et des actifs navals. La marine russe doit ainsi s'adapter constamment sur le plan défensif. Les bases avancées se sentent menacées et les convois de ravitaillement sont retardés ou détournés. Les navires de guerre quittent rarement Novorossiysk sans forte escorte. Mais au-delà de la pression logistique, il y a un effet psychologique plus profond. Une flotte jadis confiante hésite désormais, hantée par des menaces indétectables et incontrôlables. Mais réécrire les règles a un prix. Les drones maritimes ukrainiens ont exposé la faiblesse de la Russie, nécessitant une réaction. Moscou est restée silencieuse 5 jours, le temps que la fumée se dissipe et que les images circulent. Dans la nuit du 8 novembre, le silence a été rompu par l'une des plus grandes frappes de drones et de missiles de la guerre. Plus de 450 drones et 45 missiles ont survolé l'Ukraine, visant centrales électriques, sous-stations et conduites de gaz. La Russie ne répondait pas avec des mots, elle répondait avec l'obscurité. Au lever du soleil, des millions de foyers ukrainiens étaient sans électricité, l'eau coupée et les hôpitaux sur générateurs. À Zaporijia, des éclats d'obus ont touché un immeuble, faisant des dizaines de blessés et 15 morts dont 5 enfants. L'hiver est arrivé tôt, la Russie l'a rendu douloureux. La marine ukrainienne l'a résumé en une phrase. Le lendemain matin, la Russie a frappé le réseau électrique parce que l'Ukraine venait de leur crever les yeux en mer Noire. Vous détruisez leur plateforme et ils détruisent votre réseau hivernal. Échanger une plateforme contre la moitié de l'électricité d'un pays illustre la nouvelle logique de cette guerre. L'Ukraine investit 250 000 € dans un drone pour détruire un centre de surveillance, tandis que la Russie mise des millions en missiles, comptant sur le froid pour finir le travail. Un camp apprend, l'autre frappe. Une chose est claire. En mer Noire, la Russie perd du terrain, l'Ukraine en profite. L'attaque contre la plateforme faisait partie d'une campagne plus vaste, non un événement isolé. Une transformation longue et délibérée d'un espace autrefois dominé par la puissance russe en un terrain d'essai pour l'innovation, la résilience et la guerre asymétrique ukrainienne. En 2022, la Russie dominait la mer Noire. Leur flotte agissait presque en toute impunité, lançant des missiles depuis la Crimée, bloquant les ports ukrainiens et défiant la communauté internationale. Sébastopol, forteresse flottante, incarnait la suprématie navale absolue. Des mois durant, l'Ukraine n'avait qu'un accès rêvé à son littoral, jusqu'à un tournant décisif. Un matin, l'illusion de l'invincibilité russe a volé en éclats. L'Ukraine a tiré un missile Neptune avec une précision chirurgicale, et le Moskva, navire amiral de la Russie, a coulé sous les vagues, emportant avec lui 40 marins. Après la perte du Moskva, l'Ukraine a rapidement adopté des systèmes petits, agiles et sans équipage. Les drones maritimes, l'artillerie côtière et les missiles de précision rythment désormais le combat.
Ces outils ont créé un environnement de menace en couche qui a forcé les navires russes à se replier derrière des positions fortifiées. Les ports jadis animés par la logistique russe sont désormais des zones de prudence. Les routes d'approvisionnement ont été détournées, les opérations retardées et les bases renforcées, chaque ajustement ayant un coût. Chaque avancée vers l'est ou Novorossiysk ou plus loin dans la mer d'Azov limitait l'espace où la Russie pouvait projeter sa puissance en sécurité. Cette transformation reposait sur une pensée audacieuse et une expérimentation continue, pas seulement sur le matériel. Les frappes ukrainiennes sur le pont de Crimée, les dépôts de carburant et les plateformes offshore ont révélé une nouvelle doctrine. Aucune cible n'est trop lointaine, protégée ou symbolique pour être atteinte. Même les unités d'élite comme Espagnola, jadis intouchables, opèrent désormais sous la menace de systèmes qu'elles ne peuvent toujours détecter ni contrer. Le détachement naval, revenu des assauts de Chusov-Yad en 2025, croyait sa vache sûre. Ce n'était pas le cas. Stratégiquement, les implications sont majeures. La Russie a perdu sa domination maritime. Sa capacité à soutenir les opérations terrestres, à contrôler les routes commerciales ou à renforcer les blocus a été limitée. Le contrôle de l'Ukraine sur les voies maritimes contestées a permis à ses exportations de céréales de reprendre leur ampleur. En 2024-2025, l'Ukraine a exporté 294 millions de tonnes de maïs et 185 millions de tonnes de blé, le troisième record historique. Grâce à un corridor longeant les eaux roumaines et bulgares, protégé de l'interdiction russe, la navigation commerciale, autrefois paralysée par la peur, circule maintenant sous escorte ukrainienne, avec plus de 1000 navires autorisés. Depuis la réouverture du corridor, la situation a changé. La mer n'est plus à sens unique pour la Russie. Elle est devenue un espace contesté, volatile et imprévisible. Au-delà des aspects tactiques et psychologiques, la mer Noire est devenue une scène de la géopolitique mondiale. L'OTAN surveille tout, la Turquie contrôle les détroits. Le monde voit une petite nation, moins armée, défier une superpuissance par créativité et précision. Le succès ukrainien ici est avant tout symbolique, au-delà du militaire. Cela montre que l'intelligence, l'adaptabilité et l'innovation peuvent neutraliser la force brute. C'est un avertissement à tout État qui pense que la taille seule garantit le contrôle. Le budget 2025 de la marine américaine alloue 12 milliards de dollars à des essaims de drones, tirant des leçons de la mer Noire. Même la Chine dévoile maintenant des variantes tueuses de porte-avions. Ses conséquences sont mondiales. Alors que la guerre se poursuit, une chose est devenue indéniable. La mer elle-même a changé. Elle n'est plus un couloir sous contrôle russe. Elle est devenue un terrain d'essai pour de nouvelles tactiques, un banc d'essai pour les systèmes sans pilote, et un laboratoire de victoire pour l'Ukraine. Chaque frappe réussie, qu'elle cible une plateforme, un navire ou un centre logistique, confirme une vérité dévastatrice pour Moscou. La mer Noire n'est plus sous leur contrôle. En fin de compte, la plateforme, la frappe, la mer, les drones et la campagne plus large ne sont pas des incidents isolés. Ce sont des fils tissés dans une vague plus vaste de résistance, d'adaptation et de réajustement stratégique. L'Ukraine a transformé la mer Noire en un espace où la Russie ne peut plus agir de manière imprudente. La mer Noire peut encore être dangereuse. Pour la première fois depuis des années, elle n'est plus silencieuse grâce à l'Ukraine. Merci d'avoir regardé.